Une pluie automnale rageuse s'abattait sur les immenses baies vitrées de la tour Bellefontaine. Léo Dubois se tenait immobile dans son bureau perché au sommet de l'édifice, le regard perdu sur la métropole tentaculaire qui scintillait sous le déluge. À 34 ans, il possédait un empire financier, un pouvoir qui lui permettait de modeler le monde à sa guise, mais il était impuissant face à la seule chose qui comptait vraiment. Derrière lui, sur un vaste canapé en cuir souple, son fils Lucas assemblait des cubes en bois, créant des tours parfaites dans un silence profond, un vide sonore qui pesait plus lourd que n'importe quel bruit. L'enfant, âgé de 5 ans, n'avait jamais articulé le moindre mot. Monsieur Dubois, le docteur Stéphane Duval est arrivé pour la consultation de Lucas, crépita la voix de son assistante dans l'interphone. Léo serra les paupières, une immense fatigue l'accablant. Un médecin de plus. Un spécialiste de plus. Un énième expert qui, avec une compassion feinte, secouerait la tête et lui servirait le même diagnostic que les 12 précédents. Physiquement, Lucas n'avait aucun problème, aucune explication médicale ne justifiait son mutisme. Le garçon avait simplement fait le choix de se taire. Qu'il entre, répondit Léo, sa voix étrangement détachée. Le docteur Duval passa 3/4 d'heure avec Lucas, répétant les mêmes exercices que Léo pouvait désormais réciter de mémoire. Une fois l'évaluation terminée, le médecin prit Léo à l'écart, le visage impassible. Votre fils est extraordinairement intelligent, monsieur Dubois. Ses capacités cognitives sont hors normes. Cependant, un blocage émotionnel l'entrave. Il s'est muré en lui-même, et tant que la cause ne sera pas identifiée, je crains que... Je sais, coupa Léo, ne supportant plus d'entendre la suite. Je vous remercie pour votre temps, docteur. Une fois le spécialiste parti, Léo s'installa près de son fils, le contemplant qui empilait ses cubes avec une précision chirurgicale. Lucas ne leva pas la tête, ne manifesta aucune conscience de sa présence. C'était vivre aux côtés d'une âme magnifique mais insaisissable. Comment puis-je te rejoindre, mon champion ? Chuchota Léo, la voix étranglée par l'émotion. Je donnerais ma fortune entière pour t'entendre dire un seul mot. N'importe lequel. La sonnerie de l'ascenseur privé retentit. Son assistante se présenta, l'air embarrassé. Monsieur, nous avons une situation délicate à l'accueil. La sécurité m'informe qu'une jeune sans-abri est postée devant l'entrée de l'immeuble depuis 3 heures. Elle ne veut pas bouger et insiste pour vous voir personnellement. Elle prétend que c'est une urgence. Léo plissa le front. Dites à la sécurité de s'en charger. Elle connaît votre nom, monsieur. Ainsi que celui de Lucas. Elle affirme pouvoir l'aider. Un frisson glacial parcourut Léo. Il protégeait farouchement l'intimité de Lucas. Comment une gamine des rues pouvait-elle connaître son nom ? Je m'en occupe, déclara-t-il en se levant d'un bloc. La pluie redoublait de violence quand il passa les portes vitrées du bâtiment. Recroquevillée contre la façade de marbre, tentant de s'abriter sous le mince auvent, se trouvait une fillette d'Aax sans grave peine 7 ans. Ses cheveux blonds, collés par la pluie, formaient des mèches sales autour d'un visage trop creusé, d'une pâleur maladive. Ses habits, une veste rose élimée et un jean usé jusqu'à la corde, étaient détrempés. Mais ce sont ses yeux qui frappèrent Léo. D'un bleu lumineux, presque irréel, il brillait d'une lueur qu'il n'attendait pas, une assurance inébranlable. Monsieur Dubois, lança-t-elle, sa voix étonnamment assurée malgré ses tremblements. Je m'appelle Chloé Leroy. Je peux faire en sorte que votre fils parle. La mâchoire de Léo se durcit. Encore une tentative d'escroquerie, mais orchestrée par une enfant cette fois. Comment connaissez-vous le nom de mon fils ? Je sais bien des choses, affirma Chloé avec simplicité. Je sais que Lucas a cessé de parler il y a 2 ans, peu après le décès de sa mère. Je sais que 14 docteurs l'ont vu. Je sais qu'il ne consent à manger que des aliments oranges et qu'il bâtit des tours de 7 cubes, toujours 7, ni plus, ni moins. La précision de ces informations lui fit froid dans le dos. Qui vous a raconté tout ça ? Personne. Chloé se mit debout. Malgré sa frêle constitution, elle dégageait une dignité surprenante. Ma mémé m'a transmis son savoir avant de partir. Un savoir particulier. Je peux venir en aide à Lucas, mais j'attends quelque chose en retour. De l'argent, lâcha Léo, désabusé. C'était toujours une question d'argent. Chloé releva fièrement la tête. Un foyer. Une famille. Si je fais parler Lucas, vous m'adoptez. Voilà notre accord.
Léo fixa cet enfant inconcevable, aux prétentions invraisemblables. Sa raison lui criait de fuir cette situation absurde. Pourtant, là, sous cette pluie battante, en croisant ses yeux bleus si profonds dans ce visage d'enfant, il sentit naître en lui une chose qu'il croyait éteinte depuis 2 ans. L'espoir. Si c'est une quelconque machination, menaça-t-il. Ça n'en est pas une. Les dents de Chloé claquaient avec plus de force, ses lèvres viraient au bleu. Mais j'ai très froid, monsieur Dubois, et je n'ai rien avalé depuis hier. On pourrait peut-être poursuivre cette conversation à l'abri. Allant à l'encontre de toute logique, Léo opina du chef. Suivez-moi. En marchant vers l'entrée, Chloé s'immobilisa et leva son regard vers la tour de verre. Il nous observe, dit-elle à voix basse. Par la fenêtre au rideau bleu. Au 20e étage, la 3e en partant de la gauche. J'ai l'air de l'effrayer, mais il est intrigué. C'est un bon point. Un premier pas, le sang de Léo ne fit qu'un tour. C'était la chambre de Lucas, la fenêtre exacte. Comment pouvait-elle savoir? L'atmosphère dans l'ascenseur menant aux pentouses était pesante. Léo, debout près de Chloé, observait les gouttes d'eau de ses vêtements sales tacher le marbre immaculé. Son cerveau était en ébullition, mais la fillette restait de marbre, les yeux rivés sur les numéros des étages qui s'illuminaient. Quand les portes s'ouvrirent, sa gouvernante, Madame Monique Garnier, sursauta en voyant l'enfant misérable. « Monsieur, faut-il que je lui prépare un bain et que je lui trouve des habits propres ?»« Oui, un bain chaud, Monique. »« Et ensuite, de quoi manger ?»« Des aliments de couleur orange, » précisa-t-il en rencontrant le regard complice de Chloé. « C'est pour Lucas, » murmura Chloé. « Il va bientôt avoir un creux. Il a toujours faim vers 16h15. » Léo jeta un œil à sa montre, 16h03. Il n'avait jamais noté cette régularité, mais il dut admettre que Lucas se rendait systématiquement à la cuisine à cette heure-là. Madame Garnier, conduisez Chloé à la salle de bain d'amis. Chloé, une fois que vous serez lavée et que vous aurez mangé, nous discuterons de votre proposition. Je dois voir Lucas avant tout, répliqua Chloé, sa petite voix chargée d'une autorité déconcertante. Chaque minute perdue complique la situation. C'est hors de question. Vous n'approcherez pas mon fils tant que... Monsieur Dubois. Le regard bleu de Chloé se planta dans le sien. Lucas est dans le couloir, là, maintenant. Il a entendu l'ascenseur. Il sait qu'une nouvelle personne est arrivée, et il hésite entre se cacher et venir voir. Si vous l'obligez à attendre, il optera pour la cachette. C'est ce qu'il fait toujours avec les inconnus. Le cœur de Léo s'emballa. Il parcourut le couloir et s'arrêta brusquement. Lucas était là, à l'angle des couloirs, sa petite silhouette à moitié dissimulée, un œil curieux dépassant du mur. À la vue de son père, il pivota pour s'enfuir. « Reste là », appela Chloé, sa voix douce mais ferme. Lucas s'immobilisa. Stupéfait, Léo vit son fils se retourner, les yeux sombres agrandis par la surprise, fixés sur l'étrange petite fille trempée. Chloé avança de 3 pas puis s'assit en tailleur sur le parquet, se faisant aussi petite et inoffensive que possible. « Salut Lucas. Moi, c'est Chloé. J'aime bien faire des tours, moi aussi, mais je suis sûr que tu es bien plus doué que moi. » L'expression de Lucas se modifia. C'était le premier vrai changement que Léo observait depuis des mois. Il pencha la tête, les yeux plissés, non plus de peur, mais de curiosité. « Ta grand-mère est avec toi, Lucas ?» poursuivit Chloé à voix basse. « Pas comme un fantôme qui fait peur. Non, elle est là dans tout l'amour qu'elle a laissé. Elle est dans la voix de ton papa quand il te lit une histoire. Elle est dans le rayon de soleil qui entre dans ta chambre le matin. Elle est dans chaque feutre orange que tu utilises. » Léo retint son souffle. La mère de Lucas, Valérie, surnommait toujours son fils son « petit soleil d'orange » à cause de sa fascination pour cette couleur. Une larme perla sur la joue de Lucas, puis une seconde. Ses petites mains se crispèrent, sa bouche s'entr'ouvrit, comme si elle luttait pour articuler des mots qui refusaient de sortir. « Ce n'est rien si tu n'arrives pas encore à parler », continua Chloé. « Tes mots sont restés bloqués à cause d'une trop grande tristesse, mais ils sont toujours là, à l'intérieur. Je les sens. Et ma mémé m'a montré comment on fait pour aider les gens à débloquer leurs mots. » Lucas fit un pas vers Chloé, puis un autre. Léo n'osait plus respirer, de peur de rompre le charme que cette enfant singulière était en train de créer. « Demain, je t'apprendrai un jeu, » annonça Chloé,
souriant pour la première fois. C'est un jeu très spécial que ma mémé m'a enseigné. On n'utilise pas de mots, mais ça aide les mots à revenir. Tu veux bien? Lucas se tenait maintenant à moins d'1 mètre de Chloé, l'examinant avec une concentration que Léo connaissait bien. C'était le même regard qu'il portait à ses cubes, pour en comprendre l'agencement. Puis, doucement, avec une lenteur calculée, Lucas tendit la main et effleura les cheveux humides de Chloé. Il la retira, contempla ses doigts mouillés, et, miracle, un coin de sa lèvre se souleva en un minuscule embryon de sourire. « Madame Garnier, dit Léo d'une voix enrouée, veuillez préparer la chambre voisine de celle de Lucas. Chloé passe la nuit ici. » Tandis que Chloé suivait Madame Garnier dans le couloir, elle se retourna vers Léo. L'espace d'un instant, son jeune visage parut d'une tristesse infinie et d'une vieillesse insondable. « Monsieur Dubois, dit-elle calmement. La partie la plus simple sera de faire parler Lucas. La plus compliquée, ce sera d'écouter ce qu'il aura à dire. » Le lendemain matin, Léo fut tiré de son sommeil par un éclat de rire. Il s'assit dans son lit, le cœur battant la chamade. Ce sont 2 années s'étaient écoulées sans qu'il n'entende la moindre note de joie dans cet appartement. Il les trouva dans la véranda. Chloé et Lucas étaient assis au sol, au milieu d'une multitude d'objets que Chloé avait manifestement dénichés dans le pantouse, des boutons, des pièces, une cuillère d'argent, des crayons, un presse-papier de cristal, les cubes de Lucas. Ce n'était pas Lucas qui riait. Léo comprit que le son provenait d'une petite boîte à musique que Chloé avait dû trouver. Mais le visage de son fils était une image de pure fascination alors que Chloé agençait les objets en motifs complexes. « Que faites-vous » demanda Léo en entrant doucement. Chloé ne leva pas la tête, ses doigts agiles. « C'est le jeu des motifs. Ma mémé Marie l'a appris de sa propre grand-mère, qui le tenait de la sienne. C'est une tradition très ancienne, qui vient du Portugal, de l'autre côté de l'océan. » Elle forma un triangle avec 3 boutons bleus, et plaça le cristal au centre. Lucas observa, puis attrapa 3 cubes orange et forma son propre triangle à côté. « C'est bien, » murmura Chloé. « Tu commences à voir. »« Voir quoi » interrogea Léo, s'installant sur le divan pour observer. « Que tout est lié. C'est ce que mémé Marie m'a enseigné. La plupart des gens croient que parler n'est qu'une affaire de mots. C'est faux. C'est une affaire de motifs. Il s'agit de montrer à l'autre ce qu'on a dans la tête. Lucas sait le faire. Il le fait avec ses tours. Il essaie de vous dire des choses depuis 2 ans, mais personne ne regardait le bon motif. Chloé créa une nouvelle composition, 7 pièces de monnaie en cercle, la cuillère d'argent pointant vers la fenêtre. Lucas la contempla longuement, le front soucieux. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Il construisit aussitôt une tour de 7 cubes, la pointa du doigt, et regarda Chloé avec un espoir vibrant. « Oui, » dit Chloé avec douceur. 7. C'est ton chiffre. Ton chiffre refuge. Tu sais pourquoi? Lucas fit non de la tête, ses mains tremblantes. Parce que ta maman a vécu 7 ans à tes côtés, et durant ces 7 années, tout était parfait. Alors 7 est devenu ton refuge, le nombre qui symbolise l'amour. Léo sentit sa gorge se serrer. Lucas était né lorsque Valérie avait 24 ans. Elle était décédée à 31 ans, peu après le 5e anniversaire de Lucas. 7 ans. Comment avait-il pu ne jamais y penser? Le visage de Lucas se décomposa, et des larmes silencieuses inondèrent ses joues. Mais il fit alors une chose extraordinaire. Il prit 7 cubes orange et les disposa en forme de cœur. Il les montra, puis désigna une photo de Valérie posée sur un meuble. « Elle t'aimait plus que tout » dit Chloé, les yeux brillants. « Et elle t'aime encore. L'amour ne disparaît jamais, Lucas. Il change de forme, comme l'eau. Parfois c'est de la glace, parfois de la vapeur, parfois de la pluie, mais ça reste de l'eau. L'amour de ta maman est toujours là, il a juste une autre forme. » Léo s'essuya les yeux. « Comment peux-tu savoir tout ça? Tu n'as que 7 ans. » Le regard de Chloé se fit lointain. « C'est mémé Marie qui s'est occupée de moi quand mes parents sont morts dans l'accident. J'avais 4 ans. Elle était très âgée, 82 ans, mais c'était la personne la plus intelligente que j'ai connue. Elle disait que notre famille avait un don. On pouvait lire les motifs dans le cœur des gens, voir là où ils sont bloqués, là où ils sont cassés. Elle posa une main sur son cœur. Mémé est tombée malade l'an dernier. Le cancer. Avant de mourir,
elle m'a tout appris. Elle m'a dit que j'en aurais besoin, que j'allais rencontrer des gens qui avaient besoin d'aide pour retrouver leurs mots. Elle m'a décrit Lucas, Monsieur Dubois. Elle m'a dit que je rencontrerais un petit garçon qui aimait l'orange et le chiffre 7, et qui avait enfermé sa voix dans une tour de chagrin. C'est impossible, souffla Léo. Mémé voyait beaucoup de choses impossibles, dit Chloé. Elle disait, certains ont des yeux qui regardent devant, mais notre famille a des yeux qui regardent de côté. On voit les liens que les autres ne voient pas. Soudain, Lucas saisit la main de Chloé et la posa sur sa poitrine, le regard suppliant. Tu veux savoir si tu parleras à nouveau, demanda Chloé. Lucas acquiesça frénétiquement. Oui, affirma Chloé avec une conviction totale. Mais pour ça, il faudra que tu aies le courage de te souvenir de la raison pour laquelle tu as arrêté. Léo tint à ce que Chloé soit scolarisée. Il les inscrivit tous les deux à l'Académie Clerval, la plus prestigieuse école primaire de la ville. Chloé portait son uniforme neuf avec une dignité silencieuse, mais Léo la vit caresser l'étoffe, comme si elle n'arrivait pas à y croire. La première semaine se passa sans encombre. Chloé s'adapta au CE1, Lucas à sa classe de maternelle spécialisée. Mais le vendredi, un appel de la directrice vint tout gâcher. Monsieur Dubois, un incident s'est produit. L'estomac de Léo se contracta. Lucas va bien? Oui, monsieur, mais votre présence est requise immédiatement. Les deux enfants sont impliqués. À son arrivée, Léo trouva Chloé et Lucas assis devant le bureau de la directrice. Chloé avait le nez en sang, l'uniforme de Lucas était déchiré. Mais c'est le visage de son fils qui le stupéfia. Lucas était furieux, une expression d'une intensité qu'il n'avait pas manifestée depuis 2 ans. Que s'est-il passé, exigea Léo. La directrice Dupont, une femme austère d'une 60aine d'années, l'invita à s'asseoir. Chloé a agressé un autre élève, un certain Enzo Martin, en CE2. Elle l'a frappé au visage. C'est faux, intervint Chloé, un mouchoir pressé sur son nez. 3 témoins affirment. Ils m'ont vu le frapper, la coupa Chloé, mais ils n'ont pas vu ce qu'il a fait juste avant. Enzo prétend avoir simplement demandé à jouer avec eux, déclara froidement la directrice. Chloé l'a alors attaqué sans raison. Léo se tourna vers Lucas, qui regardait Chloé avec une sorte de vénération. Il tendit la main et serra celle, libre, de Chloé. Lucas, dit Léo, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Fais oui ou non de la tête. Lucas acquiesça avec force. Il pointa ensuite Chloé, puis mima un geste de protection. Elle te défendait, conclut Léo. Lucas acquiesça encore plus vigoureusement. Je préférerais avoir la version d'un témoin crédible, lança la directrice avec mépris. Pas celle d'un enfant muet et d'une autre qui, elle consulta le dossier de Chloé, a vécu dans la rue pendant 6 mois. Le visage de Chloé se figea. Enzo a traité Lucas de débile. Il a dit qu'il était trop bête pour parler et que personne ne voulait de lui. Il a dit que sa mère était sûrement morte parce qu'elle ne l'aimait pas assez pour survivre. La fureur submergea Léo. Il a dit ça? Je l'ai averti 2 fois, continua Chloé, la voix ferme. Mais il n'a pas arrêté. Je lui ai dit que s'il ne s'excusait pas, il allait le regretter. Il m'a ri au nez, alors je l'ai frappé. Et je le referai. La violence n'est jamais une option, commença la directrice, mais Léo l'interrompit. Où est Enzo Martin? À l'infirmerie, avec sa mère. Parfait. Vous direz à Madame Martin que si son fils adresse encore la parole au mien, ou même s'il le regarde de travers, je ferai en sorte que toutes les familles de cette école sachent quel genre d'enfant elle éduque. Chloé ne sera pas sanctionnée. D'ailleurs, je les ramène tous les deux à la maison. Monsieur Dubois, je vous demande de. Essayez de m'en empêcher, rétorqua Léo, glacial. Et mes avocats seront là avant la fin de la journée. En voiture, Léo observa Chloé dans le rétroviseur. Merci d'avoir défendu Lucas. Mais tu ne peux pas régler les problèmes à coups de poing. Mémé Marie disait que parfois, le monde a besoin de protecteurs, répondit Chloé. Elle disait que les gens comme Lucas, ceux qui sont différents ou qui souffrent, ont besoin de quelqu'un pour prendre leur défense. C'est le rôle de la famille. Lucas posa sa tête sur l'épaule de Chloé. Puis il fit une chose qui manqua de faire dévier Léo de sa trajectoire. Il prit la main de Chloé, arrangea ses doigts pour former un signe, puis la désigna, et enfin son propre cœur. Il épelle et sœur en langue des signes, souffla Chloé, le visage inondé de larmes.
Il veut que je sois sa sœur. Léo s'arrêta sur le bas-côté, les mains tremblantes. Il se retourna vers ses deux enfants meurtris qui s'étaient trouvés, qui se réparaient l'un l'autre d'une manière qui lui échappait. Chloé, dit-il, la voix éraillée, je t'ai fait une promesse. Que je t'adopterais si tu faisais parler Lucas. Mais je ne veux plus attendre. Je veux lancer la procédure d'adoption dès maintenant. Si tu veux être la sœur de Lucas, si tu veux faire partie de cette famille, tu en fais déjà partie. Chloé laissa échapper un sanglot, la main sur la bouche. Puis elle acquiesça, incapable de prononcer un mot. Avec les moyens de Léo Dubois, la procédure d'adoption fut une formalité. En 3 semaines, Chloé devint officiellement Chloé Dubois, bien que l'audience de jugement ne dut avoir lieu que dans 3 mois. Léo réaménagea la chambre d'amis pour en faire celle de Chloé, la laissant choisir la décoration. Du violet, dit-elle sans hésiter. Et des étoiles au plafond. Mémé Marie me disait que les étoiles sont les âmes des gens qu'on aime, qui veillent sur nous. Lucas l'aida à peindre, appliquant la couleur avec soin pour former les constellations dessinées par Chloé. Léo n'avait jamais vu son fils aussi expressif, même s'il restait muet. Cependant, les progrès de Lucas étaient plus lents qu'espérés. Chloé passait des heures avec lui chaque jour, jouant au jeu des motifs avec des variantes toujours plus complexes. Lucas excellait dans cette communication non verbale, créant des arrangements sophistiqués qui racontaient des histoires, mais aucun son ne sortait de sa bouche. C'est comme s'il y avait un mur, lui expliqua Chloé un soir, une fois Lucas couché. Il a une envie folle de parler, mais dès qu'il s'en approche, quelque chose le bloque. Une peur. Peur de quoi? Demanda Léo en leur servant leur chocolat chaud rituel. Chloé se mordilla la lèvre, son visage grave lui donnant un air plus âgé. Je crois que Lucas a entendu quelque chose le jour de la mort de sa mère. Quelque chose de si effrayant qu'il a préféré enfermer ses mots pour s'en protéger. Le sang de Léo se figea. Valérie était morte dans son sommeil, d'un arrêt cardiaque foudroyant. Lucas était chez sa grand-mère ce soir-là. Tu en es certaine? Demanda Chloé. Absolument, je. Léo s'interrompit. À vrai dire, il n'en était pas si sûr. Cette nuit-là était un chaos de douleur et de confusion. Sa mère l'avait appelé à minuit, en panique. Valérie ne réagissait plus. Quand il était arrivé à l'hôpital, sa femme était déjà partie. Lucas était chez ta mère, insista Chloé. Oui, nous l'avions déposé dans l'après-midi. Valérie ne se sentait pas bien, on pensait. La voix de Léo se cassa. On pensait qu'elle avait juste besoin de se reposer. Est-ce que je peux rencontrer ta mère? Demanda Chloé. Elle se souvient peut-être de quelque chose. Léo se crispa. Ma mère et moi sommes en froid. Elle m'a tenu pour responsable de la mort de Valérie. Elle dit que si j'avais été à la maison au lieu de travailler tard, j'aurais peut-être vu que quelque chose n'allait pas. Que j'aurais pu appeler les secours à temps. Avait-elle raison? La question le frappa de plein fouet. Je ne sais pas, murmura-t-il. Je me le demande chaque jour depuis 2 ans. Chloé posa sa main sur la sienne, un geste qui le déconcertait toujours. Cette tendresse spontanée chez une enfant qui avait connu la rue. Mémé Marie disait que la culpabilité est un poison. Elle contamine tout, jusqu'à ce que plus rien n'ait de goût. Elle disait que le seul antidote est la vérité, même si elle est plus douloureuse que le mensonge. Ta grand-mère devait être une femme très sage. C'était la meilleure personne que j'ai connue, dit Chloé, les larmes aux yeux. Après la mort de mes parents, je n'avais plus qu'elle. Quand elle est partie, j'ai cru que je serais seul pour toujours. Et puis je vous ai trouvé, toi et Lucas. Comment es-tu arrivé devant mon immeuble ce jour-là? Demanda Léo. Tu ne me l'as jamais dit. L'expression de Chloé devint étrange, presque craintive. J'ai fait un rêve. La nuit d'avant. Dans ce rêve, Mémé Marie me tenait la main et me guidait dans la ville. Elle s'est arrêtée devant ton immeuble et elle a dit, il est là. Le garçon aux mots emprisonnés, l'homme au cœur fermé. Ils ont besoin de toi, ma petite, et tu as besoin d'eux. À mon réveil, je savais exactement où aller. Chloé, les rêves ne sont. Je sais ce qu'on pense des rêves, l'interrompit Chloé. Mais Mémé en faisait aussi. Elle a rêvé de l'accident de mes parents 3 jours avant. Elle n'a pas pu l'empêcher, mais elle l'a vu. Elle disait, notre famille voit des choses que les autres ne voient pas. Des motifs dans le temps, pas seulement dans les cœurs. Léo aurait voulu balayer ses propos d'un revers de main,
mais il ne pouvait oublier que Chloé connaissait l'emplacement de la fenêtre de Lucas, ses habitudes alimentaires, son obsession pour le chiffre 7, des détails impossibles à deviner. Il y a autre chose, ajouta Chloé, hésitante. Dans mon rêve, Mémé m'a montré quelque chose sur Lucas. Elle m'a montré le moment où il a cessé de parler. Mais c'était bizarre, monsieur Dubois. Dans le rêve, ce n'était pas triste. C'était terrifiant. Avant que Léo ne puisse répondre, un hurlement glaçant déchira la quiétude de la nuit. Lucas. Ils se précipitèrent dans sa chambre et le découvrirent enchevêtré dans ses draps, se débattant et hurlant en silence, la bouche grande ouverte, le visage déformé par la terreur, n'émettant que des halètements rauques. Lucas. Léo saisit son fils, le serrant contre lui. Réveille-toi, mon champion. Ce n'est qu'un rêve. Mais Lucas ne se réveillait pas. Ses yeux étaient ouverts mais vides, perdus dans l'horreur qui se déroulait en lui. Chloé bouscula Léo et prit le visage de Lucas entre ses petites mains. Lucas, écoute ma voix. Suis ma voix et reviens. Tu es en sécurité. On est là. Le regard fou de Lucas se fixa sur Chloé. Montre-moi ce que tu vois, insista-t-elle. Pas besoin de le dire. Montre-le-moi. Les mains de Lucas s'agitèrent, attrapant des objets sur sa table de chevet. Il fit tomber une lampe, s'empara de ses cubes et se mit à les empiler avec une frénésie désespérée. Cette cube orange, sa tour refuge. Mais ses mains s'immobilisèrent au-dessus d'un cube bleu, et son corps se mit à trembler de tous ses membres. Le cube bleu, souffla Chloé. Ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, le bleu, Lucas? La bouche de Lucas s'ouvrit, son visage contracté par un effort surhumain. Ses lèvres tentèrent de former des mots qui restaient prisonniers. Bleu, réalisa soudain Léo. Valérie portait une robe bleue le jour de sa mort. Sa robe bleue favorite. Lucas s'effondra contre Léo, secoué de sanglots silencieux, son petit corps consumé par un chagrin qu'il avait retenu pendant de longues années. Chloé recula, le visage blême. La compréhension venait de la frapper. Oh, Lucas, murmura-t-elle, tu étais là, n'est-ce pas? Tu as vu quelque chose. Tu as entendu quelque chose. Et c'était si terrible que tu as enfoui tes mots pour enfouir le souvenir. Dans la pénombre de la chambre, son fils pleurant dans ses bras, Léo sentit pour la première fois les griffes de la peur véritable se refermer sur son cœur. À quoi Lucas avait-il assisté cette nuit-là? Et si Chloé avait raison? Si le silence de son fils n'était pas seulement du chagrin, mais une armure contre une vérité trop monstrueuse pour un esprit de 5 ans? Le sommeil fuyait Léo après le cauchemar de Lucas. Assis dans son bureau, il contemplait une photo de Valérie qu'il conservait dans un tiroir, prise le jour de leur mariage. Son visage irradiait de bonheur, vêtu de cette robe bleue. Des coups discrets à la porte le firent sursauter. Chloé se tenait sur le seuil, serrant un lapin en peluche élimé que Léo avait vu dans sa chambre. « Toi non plus, tu ne dors pas ?» demanda-t-il. Chloé fit non de la tête et s'installa dans le fauteuil face à lui. « Je repense à ce que Lucas nous a montré, le cube bleu. Je crois qu'on doit parler à ta mère. » Chloé, je t'ai déjà dit. Je sais ce que tu m'as dit, mais Lucas a besoin de réponses, et je suis convaincu que ta mère les détient. Mémé Marie disait toujours que pour trouver la vérité, il faut aller la chercher auprès de ceux qui la fuient. Léo dévisagea cette enfant stupéfiante. Quand es-tu devenu si sage? Je ne suis pas sage, répondit doucement Chloé. J'ai peur, c'est tout. Le cauchemar de Lucas, cette nuit, était différent. Plus intense. Il se rapproche de ce qu'il a refoulé, et quand la digue cédera, la douleur sera immense. On doit être prêt, avoir des réponses. Et si je ne suis pas prêt à les entendre, ces réponses? Les yeux bleus de Chloé le fixèrent sans ciller. Alors tu n'es pas aussi courageux que ton fils. Il a 5 ans et il porte un terrible secret depuis 2 ans pour te protéger. La moindre des choses, c'est d'avoir le courage de l'aider à s'en libérer. La justesse de ces mots le percuta. Tu crois que Lucas a vu quelque chose concernant la mort de Valérie? Quelque chose qui me blesserait. Je crois que Lucas a vu sa mère mourir, dit Chloé. Et je crois qu'elle n'est peut-être pas morte tranquillement dans son sommeil, comme on le prétend. Léo eut la nausée. C'est impossible. Le rapport du légiste. Et si le légiste s'était trompé? Ou si Lucas avait vu quelque chose avant sa mort? Quelque chose qui l'a terrifié. C'est de la pure folie,
dit Léo en se levant. Chloé, tu as 7 ans. Tu ne peux pas comprendre. Mes parents sont morts sous mes yeux, rétorqua Chloé, la voix soudainement tranchante. J'avais 4 ans, j'étais sur la banquette arrière quand le camion a grillé le feu. J'ai vu la tête de mon père percuter le volant. J'ai vu le corps de ma mère se disloquer d'une façon contre nature. J'ai entendu des bruits qui hantent encore mes nuits. Alors ne me dis pas que je suis trop jeune pour comprendre, monsieur Dubois. Je comprends parfaitement ce que Lucas essaie de fuir. Lourdement, Léo se rassit, submergé par la honte. Chloé, je suis désolé. Je ne. Ce n'est rien, dit Chloé, sa voix s'adoucissant. Mémé Marie disait que les adultes oublient que les enfants voient tout. Ils s'imaginent que notre petite taille nous empêche de comprendre. Mais au contraire, on comprend trop bien. C'est ça, le problème. C'est pour ça que ta grand-mère t'a initié au motif? Pour aider les enfants qui en ont trop vu? Chloé acquiesça. Elle disait que notre don servait à aider les gens à ouvrir les cages qu'ils bâtissent autour de leur souffrance. Mais elle disait aussi que c'était un travail risqué, parce que parfois, ce qui sort de la cage est plus effrayant que la cage elle-même. As-tu peur de ce qu'on va découvrir quand Lucas parlera enfin? Oui, avoua Chloé. Mais j'ai encore plus peur de ce qui se passera si on ne l'aide pas. Mémé disait que les mots emprisonnés deviennent un poison. Si Lucas garde son secret plus longtemps, ça ne l'empêchera pas seulement de parler. Ça l'empêchera de vivre. Léo saisit son téléphone, la main tremblante. Ma mère vit en Provence, à 2 heures d'ici. Je ne lui ai pas parlé depuis l'enterrement de Valérie. Appelle-la, ordonna presque Chloé. Dis-lui que Lucas a besoin d'elle. Dis-lui que tu as besoin d'elle. Le téléphone sonna 4 fois avant qu'une voix familière ne décroche. Léo? Mère, bonjour. La gorge de Léo se serra. Je dois te parler. De la nuit où Valérie est morte. De Lucas. Un long silence s'installa. Puis, je me demandais quand tu finirais par appeler. Venez demain. Et Léo, amène la petite, celle qui voit les motifs. J'ai le pressentiment que nous aurons besoin de son don. Après avoir raccroché, Léo regarda Chloé, abasourdi. Comment est-ce qu'elle sait pour toi? Chloé eut un sourire triste. Parce qu'elle a le don, elle aussi. C'est dans la famille. Monsieur Dubois, je l'ai senti dès que vous avez prononcé son nom. Votre mère est comme moi, comme ma mémé. Elle voit le motif depuis le début, et elle attendait que quelqu'un ait le courage de le regarder avec elle. Léo sentit le monde basculer, la réalité se tordre en quelque chose de plus étrange et de plus angoissant qu'il ne l'avait jamais connu. Que allons-nous découvrir demain, Chloé? La vérité, répondit simplement Chloé. Et la vérité va tout faire voler en éclats. Le trajet jusqu'en Provence fut interminable. Lucas, sentant l'importance du moment, restait inhabituellement calme. Chloé lui tenait la main, fredonnant une berceuse que Valérie chantait autrefois. Le mas provençal d'Éléonore Dubois s'élevait au cœur d'un domaine de 2 hectares. Léo n'y avait pas remis les pieds depuis les funérailles. En arrivant, il vit sa mère sur le perron. À 62 ans, Éléonore conservait son élégance, cheveux argentés coiffés en chignon, port altier. Mais la vue de Lucas sortant de la voiture fit voler en éclats sa contenance. Elle porta la main à sa bouche, les yeux embués de larmes. « Mon petit trésor », murmura-t-elle. Lucas la dévisagea, son expression impénétrable. Puis il s'avança et s'arrêta à 1 mètre d'elle, l'étudiant avec une attention aiguë. « Bonjour, Lucas, dit doucement Éléonore. Tu m'as manqué. Pardonne-moi d'être resté si longtemps à l'écart. J'ai été lâche. » Le regard de Lucas se porta sur Chloé. Celui d'Éléonore suivit, et un courant passa entre elles. Une reconnaissance qui mit Léo mal à l'aise. « Tu es la petite fille de Marie le roi », affirma Éléonore. Ce n'était pas une question. Les yeux de Chloé s'agrandirent. « Vous connaissiez ma mémé? Nous nous sommes croisés une fois, lors d'un rassemblement de personnes comme nous, qui voient les motifs. » Éléonore eut un sourire triste. Marie était une femme exceptionnelle. J'ai tenté de te retrouver après sa mort, Chloé, mais tu avais disparu. Vous m'avez cherché, souffla Chloé. Marie m'a écrit avant de mourir. Elle m'a dit que sa petite fille trouverait la famille Dubois le moment venu. Que tu serais la clé pour ouvrir une porte qui devait l'être. L'expression d'Éléonore s'assombrit.
Elle a dit que ce serait douloureux, mais indispensable. Mère, intervint Léo, que s'est-il passé la nuit où Valérie est morte? Éléonore vieillit de 10 ans en un instant. Entrez. On ne peut pas parler de ça ici. Dans le bureau d'Éléonore, baignée de soleil et tapissée de livres, elle servit le thé avec des mains tremblantes. Lucas, commença-t-elle avec douceur, ce que je vais dire à ton père va être très dur à entendre, mais rien de tout ça n'est de ta faute. Tu as compris? Le corps de Lucas se raidit, ses poings se serrèrent. Lucas était chez moi ce soir-là, car Valérie ne se sentait pas bien, raconta Éléonore. Vers 20 heures, il est devenu incontrôlable. Il criait, montrait la porte, voulait sortir. C'était comme s'il sentait qu'un drame se jouait. Mère, c'est absurde. Valérie était à 30 kilomètres d'ici. Mais Lucas le savait. Il l'a senti. C'est là que j'ai compris qu'il avait le don, lui aussi. Un lien avec sa mère qui transcendait la distance. Chloé pressa la main de Lucas. Et ensuite? Je n'arrivais pas à le calmer. J'ai fini par prendre une décision que je me suis reprochée chaque jour depuis. J'ai ramené Lucas chez vous. Une chape de plomb tomba sur Léo. Tu as ramené Lucas à la maison ce soir-là. La voix d'Éléonore se brisa. Nous sommes arrivés à 21h15. Lucas a foncé à l'intérieur avant que je puisse le retenir. Je l'ai suivi à l'étage et je l'ai trouvé, pétrifié, sur le seuil de la chambre. Et j'ai vu. Sa voix s'éteignit. Que as-tu vu? Insista Léo. Valérie, sur le lit. Mais elle n'était pas seule. Le docteur Lambert, votre médecin de famille, était avec elle. Les mots l'assommèrent. Quoi? Ils se disputaient. Valérie pleurait, elle disait qu'elle devait te révéler la vérité. Lambert la suppliait de se taire. Il disait que révéler sa fraude médicale le détruirait, qu'il avait administré le même traitement expérimental à d'autres patients, que les procès l'anéantiraient. Léo suffoquait. Traitement expérimental? Valérie était malade depuis des mois, très malade. Lambert avait diagnostiqué une maladie auto-immune et lui avait prescrit un traitement expérimental, en prétendant qu'il avait toutes les autorisations. C'était faux. Le médicament attaquait son cœur. Le légiste a conclu à une mort naturelle. Parce que Lambert a falsifié son dossier, expliqua Éléonore en larmes. Après l'effondrement de Valérie, il s'est arrangé pour que l'autopsie soit bâclée. Valérie n'était pas sa première victime, Léo. Elle était la 4e. Léo s'agrippa à son siège, luttant contre un haut-le-cœur. Lucas a vu ça. Lucas a vu Valérie s'effondrer devant lui. Il a vu Lambert paniquer, tenter de la réanimer, échouer, puis l'a entendu mentir au téléphone en disant qu'il venait de la trouver, pour se couvrir. Lucas se balançait d'avant en arrière, les mains plaquées sur les oreilles. J'ai attrapé Lucas et je suis parti en courant, poursuivit Éléonore. J'ai appelé le 17 depuis ma voiture. J'étais terrifié. Lambert a des relations, il est influent. Son beau-frère est un juge fédéral. Je me suis persuadé que protéger Lucas était plus important que d'obtenir justice pour Valérie. Tu l'as laissé commettre un meurtre et t'enfuir, dit Léo d'une voix blanche. Oui. Et c'est Lucas qui en a payé le prix le plus fort. Ce petit garçon a vu sa mère mourir à cause de l'avidité d'un homme. Et quand il a voulu parler, les mots sont restés bloqués. Son esprit les a emprisonnés. Léo regarda son fils tremblant. Est-ce que c'est vrai? C'est ça, ton secret. Les yeux de Lucas croisèrent ceux de son père, chargés de 2 ans de terreur et de chagrin. Il acquiesça une fois, les larmes coulant sans fin. Où est Lambert, maintenant? Demanda Léo, sa voix d'un calme effrayant. Il exerce toujours. Il reçoit toujours des patients. Il détruit toujours des vies. Chloé se leva d'un bond. Alors on l'arrête. On le fait payer. Sans le témoignage de Lucas. Lucas témoignera, lança Chloé avec une détermination farouche. Quand il aura retrouvé ses mots, il dira tout à tout le monde. N'est-ce pas, Lucas? Lucas regarda Chloé, puis Léo, puis Éléonore. Doucement, avec un effort immense, sa bouche s'ouvrit. Ses lèvres esquissèrent des formes. Un son tenta de s'échapper, mais resta coincé dans sa gorge. Ce n'est pas grave, mon champion, dit Léo en s'agenouillant. Quand tu seras prêt, je serai là.
On fera en sorte que Lambert ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Et Lucas se jeta au cou de son père, secoué de sanglots silencieux. Léo le serra, comprenant enfin le fardeau que son enfant avait porté, seul. Léo fit appel au plus grand cabinet de détectives privés du pays. En 15 jours, ils mirent au jour des preuves qui lui glacèrent le sang. Le docteur Nicolas Lambert menait des essais cliniques non autorisés depuis plus de 5 ans, avec des médicaments n'ayant pas reçu l'aval des autorités sanitaires. Valérie était la 4e patiente à en mourir. C'est un monstre, dit Léo, faisant les 100 pas dans son bureau, pendant que Chloé et Lucas jouaient au jeu des motifs non loin de là. Il continue de recevoir des patients, de prescrire n'importe quoi. Il faut que la police intervienne, dit Éléonore, qui s'était installée aux pentouses pour se rapprocher de Lucas. Les preuves obtenues par des enquêteurs privés ne seront pas toutes admissibles, fit remarquer l'avocat de Léo, maître Antoine Moreau. L'élément crucial serait le témoignage de Lucas. Mais il a 5 ans et il est muet, conclut Léo avec amertume. Bientôt si, rectifia doucement Chloé. Son anniversaire est dans 3 semaines. Léo observa son fils qui disposait des cubes de couleurs en motifs élaborés. Lucas avait fait des progrès spectaculaires. Il pouvait exprimer des idées complexes grâce au jeu des motifs, acquiescer ou refuser de la tête, mais la parole lui restait inaccessible. Il y a un autre souci, poursuivit maître Moreau. Lambert a été averti qu'une enquête est en cours. Il a engagé le cabinet Klein et Associés. Il nous menace de poursuites pour harcèlement et diffamation. Qu'ils essaient, lança Léo froidement. Chloé se leva soudain. Monsieur Dubois, je peux vous parler un instant dans le couloir? Elle semblait préoccupée. Vous êtes en colère. Très en colère. Lucas le sent. Vos émotions le submergent. En ce moment, il ne ressent que votre rage et votre haine. Ça ne l'aidera pas à trouver ses mots. Au contraire, ça va l'effrayer encore plus. Que proposes-tu? Pensez à la guérison, pas à la vengeance. Lucas doit comprendre que s'il parle, ce sera pour aider d'autres personnes. Il doit savoir que ces mots ont un pouvoir bénéfique, pas seulement destructeur. Ta grand-mère était très sage, admit Léo. Elle disait que la vengeance, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Le seul vrai pouvoir, c'est de choisir la guérison plutôt que la rancune. Ce soir-là, Léo s'assit au chevet de Lucas. J'ai beaucoup réfléchi au docteur Lambert, à ce qu'il a fait à ta maman. Et j'ai compris une chose. Si on met toute notre énergie à vouloir le punir, on oublie les gens qu'on pourrait encore sauver. Les gens qu'il risque de blesser si on ne l'arrête pas de la bonne façon. Lucas l'écoutait, attentif. Ta voix pourrait sauver des vies, mon champion. Pas seulement en racontant ce que tu as vu, mais en empêchant Lambert de faire subir ça à une autre famille. C'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir de protéger les autres. Lucas prit cette cube et les disposa en cercle autour d'une petite figurine, comme un rempart. Protection, sécurité. Il désigna la figurine, puis sa propre poitrine. Tu veux protéger d'autres enfants? Devina Léo. Lucas acquiesça avec ferveur. Alors, on le fera ensemble. Quand tu seras prêt à parler, on fera en sorte que tout le monde t'écoute. Le lendemain matin, l'inspectrice Sandrine Leclerc, du parquet, l'appela. J'ai étudié les éléments que vos enquêteurs ont réunis. J'aimerais vous rencontrer, et rencontrer votre fils, si c'est possible. L'inspectrice Leclerc arriva dans l'après-midi. Une femme d'une 40aine d'années, au regard vif, dont la douceur mit immédiatement Lucas en confiance. J'ai l'habitude de travailler avec des enfants témoins, expliqua-t-elle. Il existe des méthodes de communication qui ne passent pas par le témoignage classique. La thérapie par le jeu, le dessin, la reconnaissance de motifs. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Le jeu des motifs. Lucas est très fort à ce jeu, pourrait-il me montrer ce qu'il a vu cette nuit-là, demanda prudemment l'inspectrice. Léo regarda son fils. C'est toi qui décides, mon champion. Personne ne te forcera. Lucas fixa l'inspectrice un long moment. Puis il alla dans sa chambre et revint avec des cubes, des figurines, du papier de couleur et des feutres. Pendant 1 heure, il reconstitua la scène. Une feuille bleue pour la chambre. Une figurine allongée. Sa mère. Une grande silhouette sombre penchée sur elle. Lambert. Des cubes rouges éparpillés. Danger. Souffrance.
Et enfin, une petite figurine sur le seuil. Lui. C'est incroyable, souffla l'inspectrice Leclerc. Lucas, peux-tu me montrer la suite? Les mains de Lucas s'accélérèrent. La figurine de la mère qui tombe. La silhouette sombre qui panique. Un téléphone. Des mensonges. La peur. Est-ce que l'homme t'a vu? Lucas secoua la tête, puis mima un cadenas sur sa bouche. Tu t'es tu pour te protéger, dit doucement l'inspectrice. C'était très intelligent de ta part, Lucas. Très courageux. Pour la première fois depuis des semaines, le visage de Lucas s'apaisa. Quelqu'un le comprenait, quelqu'un le croyait. Monsieur Dubois, nous avons suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête officielle, déclara l'inspectrice. Si on y ajoute les preuves médicales, nous avons une cause probable. Je vous promets de me battre pour que justice soit rendue à Valérie et à Lucas. Après son départ, Léo trouva Chloé qui contemplait la ville. Tout va bien, demanda-t-il. Je pense à m'aimer Marie, dit-elle. Elle disait que chaque personne qui utilise son don pour en aider une autre allume une bougie dans la nuit. Elle disait, la nuit est toujours là, mais tant que les gens allumeront des bougies, elle ne gagnera jamais tout à fait. Lucas a allumé une bougie aujourd'hui, dit Léo. Oui, sourit Chloé. Et elle brille très fort. Le 6e anniversaire de Lucas arriva par un matin d'octobre ensoleillé. Léo avait organisé une petite fête, en comité restreint, la famille, Chloé, et quelques camarades de classe de Lucas. Rien de trop impressionnant. À son réveil, Lucas se mit aussitôt à créer un nouveau motif. Cette bougie orange en forme de cœur. 6 bougies bleues en cercle autour. Et une bougie violette, seule. Qu'est-ce que ça signifie? Demanda Léo à Chloé. Chloé examina la composition, le front plissé. C'est orange. L'amour de sa maman, toujours présent. 6 bleu. Son âge. Un nouveau départ. Violet, elle eut un hoquet. Le violet, c'est ma couleur. Il dit qu'on est tous liés. L'amour de sa mère l'a mené à moi, et je l'ai aidé à prendre un nouveau départ. C'est magnifique, mon champion, dit Léo, la gorge nouée. Lucas sourit. Pas son petit sourire timide, mais un vrai sourire qui illuminait son regard. Il désigna la bougie violette et fit le signe que Léo connaissait bien. Sœur. La fête fut un enchantement. Éléonore avait décoré avec des ballons orange et violets. Madame Garnier avait cuisiné les plats préférés de Lucas, tous orange. Chloé avait organisé une grande chasse au trésor basée sur le jeu des motifs, qui menait aux cadeaux disséminés dans l'appartement. Le moment le plus fort fut quand Lucas ouvrit le cadeau de Chloé. Un livre qu'elle avait fabriqué, chaque page ornée de motifs et de dessins. Le titre, le garçon qui gardait ses mots en sécurité jusqu'à ce qu'il trouve sa sœur. Lucas caressa les images, les larmes aux yeux. L'histoire racontait celle d'un garçon triste qui construisait des tours de silence. Puis une fille aux yeux brillants lui apprenait que les motifs pouvaient parler. Et enfin, le garçon et la fille, réunis, entourés d'amour et de lumière. Sur la dernière page, Chloé avait écrit « Chaque voix mérite d'être entendue, et chaque cœur mérite d'être compris. Joyeux anniversaire, Lucas. Ta sœur, Chloé. » Lucas serra Chloé dans ses bras. Les autres enfants observaient, silencieux. Fais un vœu, dit doucement Éléonore en allumant les bougies du gâteau. Lucas ferma les yeux. Ses lèvres remuèrent, formant des mots que lui seul entendait. Puis il ouvrit les yeux et souffla les bougies d'un seul coup. Tu as souhaité quoi? Demanda un des enfants. Lucas regarda Chloé, puis Léo, puis Éléonore. Sa bouche s'ouvrit, sa poitrine se gonfla, et avec un effort prodigieux, un son s'échappa, éraillé, presque inaudible, mais bien réel. Fa. Le silence se fit dans la pièce. Le cœur de Léo s'emballa. Le visage de Lucas se crispa sous l'effet de la concentration. Fa. Mi-lle. Famille. Chloé fondit en larmes. Éléonore porta la main à sa bouche. Léo tomba à genoux. Tu as parlé, murmura-t-il. Lucas, tu as parlé. Famille, répéta Lucas, plus assuré. Il désigna Léo, Chloé et Éléonore. Ma famille. Le barrage venait de rompre. Léo attira Lucas dans ses bras, pleurant sans retenue. Chloé les enlaça, bientôt rejointe par Éléonore,
formant un cercle d'amour autour du garçon qui avait enfin retrouvé sa voix. « Je suis si fier de toi, dit Léo. Si incroyablement fier. Maman, dit soudain Lucas, la voix faible mais distincte. Maman. Serait. Heureuse. Elle fait la fête avec nous, j'en suis sûr, affirma Chloé. Je la sens. Elle est si heureuse, Lucas. Si fière de son petit garçon courageux. La fête continua dans une euphorie joyeuse. Lucas ne parla pas beaucoup plus. C'était épuisant. Mais il en dit assez. Merci. T'aimes, Chloé, sœur. Ce soir-là, Léo borda les deux enfants. D'abord Chloé, endormie dans sa robe de fête. Tu as réussi, lui chuchota Théil en l'embrassant sur le front. Tu as rendu sa voix à Lucas. Puis il alla dans la chambre de Lucas. Son fils était encore éveillé, les yeux perdus dans les étoiles du plafond. Sacrée journée, dit Léo en s'asseyant au bord du lit. Sacré, confirma Lucas, la voix rauque. Peur de quoi, mon champion? La main de Lucas chercha la sienne. Racontez. Maman. Méchant homme. Peur. Que? Personne. Me croit. L'inspectrice Leclerc te croit. Je te crois. Chloé et grand-mère te croient. Et bientôt, tout le monde te croira. Alors. Il arrêtera de faire du mal? Alors il arrêtera, promit Léo. Lucas resta silencieux un instant. Puis, maman. Appris. Amour. Chloé. Appris. Courage. Et toi? Tu m'apprends quoi? Léo sentit son cœur se briser. J'espère t'apprendre qu'on a le droit de s'effondrer, parfois. Qu'on a le droit d'avoir besoin d'aide. Et que demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande preuve de courage. Lucas eut un sourire ensommeillé. Je t'aime, papa. C'était la première fois qu'il l'appelait papa depuis 2 ans. La vue de Léo se brouilla. Je t'aime aussi, mon fils. Plus que toutes les étoiles dans le ciel. Alors que Lucas sombrait dans le sommeil, Léo trouva Éléonore dans le couloir. Il a parlé, dit-elle, émerveillée. Après tout ce temps, il a retrouvé sa voix. C'est Chloé qui l'a retrouvé pour lui, rectifia Léo. Non, dit doucement Éléonore. Chloé lui a montré le chemin. Mais c'est Lucas qui a fait le plus dur. Nous, on peut voir les motifs, on peut montrer où sont les blocages, mais on ne peut pas ouvrir les cages. C'est à eux de trouver le courage d'ouvrir la porte. Et maintenant? Maintenant, le plus difficile commence, dit Éléonore. Maintenant, Lucas va raconter son histoire à des gens qui vont douter, qui vont le questionner. Es-tu prêt? Est-il prêt? Léo pensa à son fils, à tout ce qu'il avait enduré. C'est la personne la plus courageuse que je connaisse. S'il est prêt à affronter Lambert, je serai à ses côtés. Bien, dit Éléonore. Parce que l'inspectrice Leclerc a appelé. Ils sont prêts à l'arrêter, mais il leur faut d'abord la déposition complète de Lucas. Elle veut le voir demain. L'estomac de Léo se noua, mais il pensa aux vœux de Lucas famille et il sut qu'être une famille, c'était se serrer les coudes. Demain, accepta-t-il. Nous serons prêts. L'inspectrice Leclerc arriva en compagnie d'une psychologue pour enfants, la docteure Isabelle Perrin, spécialiste des traumatismes et de la mémoire. Elles s'installèrent dans la véranda, créant une atmosphère apaisante. Lucas s'assit entre Léo et Chloé, s'agrippant à leurs mains. Lucas, je vais te poser quelques questions, commença doucement l'inspectrice. Si ça devient trop difficile, on arrête, d'accord? D'assez. D'accord, chuchota Lucas. Raconte-moi la nuit où ta maman est morte. Commence par où tu veux. La voix de Lucas était hésitante, parfois à peine un murmure, mais il raconta son histoire. Comment il avait senti que quelque chose n'allait pas chez sa grand-mère. Le retour à la maison. Sa mère et le docteur qui se disputaient. À quel sujet? Demanda l'inspectrice. Maman. Disait. Docteur. Donnait. Mauvais médicament. Disait. Cœur malade. Elle pleurait. Disait. Devait le dire. À papa. À tout le monde. Et qu'a répondu le docteur Lambert?
Les poings de Lucas se serrèrent. Il a dit. Non. A dit. Ça le ruinerait. A dit. Personne la croirait. A dit. Elle était déjà trop malade. Léo se contracta, mais s'efforça de rester calme. Lucas avait besoin de son soutien. Et après, Lucas? Maman. Est tombée. D'un coup. Docteur. A essayé. De la réveiller. Mais. Elle s'est pas réveillée. La voix de Lucas se cassa. Je voulais aider. Mais j'avais peur. Est-ce que le docteur Lambert t'a vu? Non. Caché. Derrière la porte. Je l'ai entendu. Téléphone. Il mentait. A dit. Venait de la trouver. A dit. Savais pas pourquoi malade. Tu as été très courageux de te souvenir de tout ça, dit l'inspectrice. Es-tu absolument certain que le docteur a dit qu'il avait donné à ta mère un médicament qui la rendait malade? Lucas acquiesça fermement. Il a dit. Ça devait la guérir. Mais non. Ça l'a fait mourir. La docteure Perrin se pencha. Lucas, parfois, quand on vit des choses effrayantes, notre esprit peut confondre ce qu'on a vu et ce qu'on a cru voir. Réfléchis bien. As-tu vraiment entendu le docteur Lambert dire qu'il a donné un médicament à ta mère? Où est-ce que tu l'as déduit de leur conversation? Lucas chercha le soutien de Chloé, qui lui serra la main. Puis il se tourna vers la docteure Perrin. Je l'ai entendu. Il a dit, le protocole devait marcher, Valérie. Les autres patients allaient mieux. Puis maman a dit, les autres patients n'avaient pas d'enfants, pas de famille. Tu m'as utilisé comme un cobaye, Nicolas. Et il a dit, tu as signé les papiers. Tu savais que c'était expérimental. La précision de la citation jeta un froid. Même la docteure Perrin semblait ébranlée. Tu te souviens de ces mots exacts? Demanda l'inspectrice. Je me souviens de tout, dit Lucas. Je ne pouvais pas oublier. Même quand je ne parlais pas, je me souvenais de chaque mot, chaque nuit, dans mes rêves. Léo serra Lucas contre lui. C'est bon, mon champion. Tu t'en sors très bien. L'entretien dura encore 1 heure, Lucas fournissant une foule de détails qui corroboraient les preuves matérielles. À la fin, l'inspectrice Leclerc semblait grave mais satisfaite. Nous en avons assez, dit-elle. Avec les dossiers médicaux, les décès similaires et les documents falsifiés, nous avons un dossier solide. Je vais demander son arrestation immédiate et la suspension de sa licence médicale. Quand? Demanda Léo. Aujourd'hui. Cet après-midi. Je veux agir vite, avant que ses avocats ne réagissent. Après leur départ, Lucas s'effondra contre Léo, exténué. Chloé lui apporta un jus d'orange et des biscottes. Tu l'as fait, dit-elle doucement. Tu as été si courageux. Fatigué, marmonna Lucas. Mais avant que Léo ne bouge, il serra plus fort sa main. Papa, et si? Et si parler, ça suffit pas? S'il s'en sort? C'était la crainte qui rongeait Léo. La justice n'était pas infaillible. Les hommes puissants avec de bons avocats s'en tiraient parfois. Alors on continuera de se battre, dit Léo. Mais Lucas, même si le pire arrive, tu as déjà gagné. Tu as retrouvé ta voix. Tu as dit ta vérité. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Chloé ajouta, et Mémé Marie disait toujours que l'univers fait ses comptes. Peut-être pas comme on s'y attend, ni quand on le voudrait, mais à la fin, la vérité finit toujours par gagner. Lucas réfléchit, puis acquiesça. Maman savait la vérité. Elle allait le dire. Je finis ce qu'elle a commencé. Oui, dit Léo, la voix chargée d'émotion. C'est exactement ça. Le soir, l'inspectrice Leclerc rappela. Nous l'avons. Le docteur Nicolas Lambert a été arrêté à son cabinet à 15h47. Il est inculpé de 4 chefs d'homicide involontaire, fraude médicale, falsification de preuves et association de malfaiteurs. Léo ferma les yeux, sentant une vague de soulagement. Merci. Ne me remerciez pas trop vite. Ses avocats préparent déjà sa demande de libération sous caution. Mais monsieur Dubois, le témoignage de Lucas a été l'élément décisif. Sans lui, Lambert aurait pu continuer ses agissements pendant des années. Votre fils est un héros.
Quand Léo apprit la nouvelle à Lucas, la réaction de son fils le surprit. Pas de joie, pas de triomphe, juste un hochement de tête calme et triste. Maman peut se reposer, maintenant, dit-il. Elle n'a plus à s'en faire. Cette nuit-là, Léo trouva Chloé dans sa chambre violette, contemplant une photo de Marie le roi. Tu as accompli la mission de ta grand-mère, dit Léo. Tu as aidé Lucas à libérer ses maux. Je n'arrête pas de penser à la suite, dit Chloé. Lucas a retrouvé sa voix, mais il n'est pas encore guéri. Dire la vérité n'était que la première étape. Quelque chose t'inquiète. Chloé se mordit la lèvre. Mémé a fait un autre rêve avant de mourir. Elle me l'a raconté dans sa lettre. Elle a vu Lucas parler devant une foule. Elle l'a vu aider d'autres enfants à trouver leur voie. Mais elle a aussi vu quelque chose qui lui a fait peur. Quoi? Elle a vu une ombre qui essayait de le faire taire à nouveau. Elle a dit que le motif n'était pas complet, qu'il manquait une pièce, une autre vérité à révéler pour que Lucas soit vraiment libre. Une angoisse glaciale envahit Léo. Quelle vérité? Je ne sais pas, admit Chloé. Mais je le sens, moi aussi. Quelque chose est encore caché. Quelque chose qui s'est passé cette nuit-là. Et tant qu'on ne l'aura pas trouvé, Lucas sera en danger. Comme s'il l'avait invoqué, Lucas apparut sur le seuil, le visage livide. Je me suis souvenu de quelque chose, dit-il, la voix chevrotante. Un truc que j'avais oublié. Sur grand-mère Éléonore. Un truc qu'elle a dit, cette nuit-là. Un truc. Pas bien. Le sang de Léo se figea. Qu'est-ce qu'elle a dit, Lucas? Les yeux de Lucas s'emplirent de larmes. Elle a dit à maman. Avant qu'elle tombe. Elle a dit, je t'avais prévenu que ça arriverait, Valérie, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Les mots restèrent en suspens, comme un poison. Léo se tourna lentement vers Chloé, et lut dans ses yeux bleus la même horrifiante réalisation. Oh non, murmura Chloé. Grand-mère Éléonore savait. Elle savait ce que Lambert faisait. Elle le savait, et elle ne l'a pas arrêté. Léo alla trouver sa mère à minuit. Il avait couché les enfants, attendu le silence, puis l'avait trouvé dans le bureau, devant la photo de Valérie. Depuis quand savais-tu, demanda-t-il, sa voix d'un calme glacial. Éléonore ne chercha pas à nier. Ses épaules s'affaissèrent. Je le soupçonnais depuis 3 mois avant sa mort. Soupçonnais quoi, exactement? Que Lambert menait des expériences sur Valérie. Que le médicament n'avait pas d'autorisation. Qu'il se servait d'elle. Les poings de Léo se serrèrent. Et tu n'as rien dit. Si, j'ai parlé, s'écria Éléonore. J'ai supplié Valérie d'arrêter. Je lui ai dit que Lambert était dangereux. Mais elle était désespérée, Léo. Les traitements classiques ne marchaient pas. Elle dépérissait. Elle voyait le protocole de Lambert comme sa dernière chance. Et tu l'as laissé faire? Non. Éléonore se leva d'un bond. J'ai contacté l'ordre des médecins. J'ai fait un signalement anonyme. Mais Lambert était bien protégé. L'enquête a été étouffée. Je n'avais que des soupçons, pas de preuves. La nuit de sa mort, Lucas t'a entendu dire que tu l'avais prévenu. Le visage d'Éléonore se décomposa. Cet après-midi-là, j'avais appelé Valérie. J'avais trouvé la preuve que le traitement de Lambert avait tué un patient en Normandie. Je lui ai dit d'arrêter tout de suite, d'aller à l'hôpital, de dénoncer Lambert. Elle m'a promis de le faire. Elle m'a dit qu'elle allait tout avouer le soir même, et contacter les autorités le lendemain. Mais elle n'en a pas eu le temps. Je ne savais pas que Lambert serait là, dit Éléonore, désespérée. Quand nous sommes arrivés, Lucas et moi, et que je les ai vus se disputer, j'ai compris. Lambert essayait de la faire taire. Et tu n'as rien dit, même après? Tu as laissé tout le monde croire à une mort naturelle? J'étais terrifié, murmura Éléonore. Le beau-frère de Lambert est le juge fédéral Warren Lambert. Tu te rends compte? Cet homme pouvait nous anéantir, nous enlever Lucas. J'ai attrapé Lucas et je suis parti, parce que je croyais que nous étions en danger. Nous étions tous en danger, dit Léo, glacial. Parce que tu as choisi le silence plutôt que la justice. Combien de personnes sont mortes pendant les 2 ans où tu t'es tu? Combien de victimes Lambert a-t-il faites parce que tu avais peur? Je sais, sanglota Éléonore. Je sais ce que j'ai fait. Ça me ronge chaque jour.
C'est pour ça que je me suis éloigné de vous. Je ne supportais pas de vous regarder en face. En apprenant à Lucas que les puissants peuvent tuer en toute impunité, en lui montrant que sa famille ne se bat pas pour la justice, les mots la flagellèrent. Elle s'effondra dans son fauteuil, anéantie. Que doit-on faire, maintenant, demanda-t-elle. Léo contempla cette femme qu'il avait aimée toute sa vie, et qu'il voyait pour la première fois telle qu'elle était, faillible, effrayée, humaine. On dit la vérité, dit-il enfin. Toute la vérité. Demain, tu iras voir l'inspectrice Leclerc et tu lui raconteras tout. Tes soupçons, ta plainte à l'ordre des médecins, le fait que tu savais que Valérie allait dénoncer Lambert. Tout. Ils vont m'inculper pour entrave à la justice. Peut-être même pour complicité. Oui, dit Léo sans la moindre sympathie. C'est probable. Et Lucas, Chloé, qu'est-ce que je leur dis? Tu leur dis la vérité. Et tu les laisses décider s'ils peuvent te pardonner. Éléonore le regarda, les yeux ravagés. Peux-tu me pardonner, toi? Léo mit du temps à répondre. Je ne sais pas, mère. On en reparlera dans quelques années. Quand tu auras assumé les conséquences. Quand tu auras prouvé que protéger sa famille, c'est défendre ce qui est juste, même si c'est terrifiant. Peut-être, à ce moment-là. Le lendemain matin, Éléonore s'assit avec Chloé et Lucas. Ses mains tremblaient. Je dois vous dire quelque chose, commença-t-elle. Quelque chose qui va changer l'idée que vous vous faites de moi. Quelque chose qui risque de vous mettre en colère. Les yeux bleus de Chloé la sondèrent. Vous saviez pour le docteur Lambert avant la mort de Madame Valérie. Et vous ne l'avez pas arrêté. Éléonore eut le souffle coupé. Comment? Le motif était là, depuis le début, dit doucement Chloé. Je ne voulais juste pas le voir. Votre façon d'éviter le sujet. Votre regard sur Lucas, parfois. Un regard où il n'y avait pas que de l'amour, mais aussi de la culpabilité. Lucas les regardait, l'air confus et blessé. Grand-mère. Tu savais? Je soupçonnais, dit Éléonore, les larmes coulant sur ses joues. Mais j'ai eu peur. J'ai déposé une plainte, mais comme ça n'a rien donné, j'ai choisi de me taire plutôt que de me battre. J'ai choisi la facilité plutôt que la justice. Et à cause de ça, ta mère est morte, et tu as perdu 2 ans de ta vie. Je suis tellement désolé. Le visage de Lucas fut le théâtre d'une myriade d'émotions. La colère, la trahison, la tristesse. Et enfin, une forme de compréhension. Tu avais peur, dit-il. Comme moi j'avais peur. Toi aussi, tu as enfermé tes mots. La simplicité de son pardon anéantit Éléonore. Elle tomba à genoux devant son petit-fils. Je ne mérite pas ta compassion, sanglota-t-elle. Mémé Marie disait que tout le monde a droit à une seconde chance, dit Chloé. Elle disait que le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est d'avoir peur, et de faire le bon choix quand même. Vous aviez peur avant. Mais vous êtes courageuse maintenant. Et ça compte. Vraiment, demanda Éléonore. Oui, affirma Lucas. Parce que maintenant, tu aides. Maintenant, tu fais en sorte que le méchant homme ne puisse plus dire qu'on ment. Maintenant, tu es un témoin. Éléonore se rendit chez l'inspectrice Leclerc cet après-midi-là et fit une déposition complète. Le soir, l'accusation contre Lambert était considérablement renforcée. Le lendemain matin, sa libération sous caution était refusée. Mais les conséquences pour Éléonore furent lourdes. Elle fut mise en examen pour entrave à la justice. Son nom s'étalait dans les journaux. Sa réputation était ruinée. Ses amis lui tournèrent le dos. Mais chaque jour, Lucas et Chloé lui rendaient visite. Ils jouaient au jeu des motifs avec elle, lui apprenant le langage du courage. Ta grand-mère est très courageuse, maintenant, dit Chloé à Lucas. Elle affronte le jugement de tout le monde. Elle ne se cache plus. Je suis fier d'elle, dit simplement Lucas. Elle était perdue, mais elle s'est retrouvée. Comme moi. Léo, qui avait entendu, sentit quelque chose s'apaiser en lui. Son fils avait raison. Éléonore s'était perdue dans la peur et la culpabilité, comme Lucas s'était perdu dans le silence. Tous deux retrouvaient le chemin de la vérité. Le pardon, ce n'était peut-être pas d'excuser les fautes.
C'était peut-être de reconnaître que tout le monde a ses blessures, que tout le monde fait des erreurs. Et que la valeur d'une personne se mesurait à son courage d'affronter ses échecs et de tenter de s'améliorer. Je crois que je pourrais lui pardonner un jour, confia Léo à Chloé. Pas tout de suite, mais un jour. C'est normal, dit Chloé. Mémé Marie disait que le pardon, c'est comme un os qui se ressoude. Ça prend du temps. Si on le force, il se ressoude mal. Mais si on lui laisse le temps, il redevient solide. 6 mois plus tard, Léo était au fond d'un auditorium comblé et regardait son fils sur scène. Lucas, 6 ans et demi, se tenait devant un micro, petit mais assuré, et s'adressait à une assemblée de 300 personnes lors du sommet pour la défense des enfants. Je m'appelle Lucas Dubois, sa voix résonna, claire et nette, et pendant 2 ans, je n'ai pas pu parler. Pas parce que je n'avais plus de mots, mais parce que j'avais trop peur de m'en servir. Chloé, au premier rang, rayonnait de fierté. À ses côtés, Éléonore pleurait silencieusement. Elle avait été condamnée à des travaux d'intérêt général et à une peine de probation, une sentence clémente due à sa coopération et au fait que le juge avait reconnu son rôle dans la manifestation de la vérité. Le docteur Lambert avait été condamné à 25 ans de prison pour 4 chefs d'homicide involontaire, fraude médicale et falsification de preuves. Sa licence médicale avait été révoquée à vie. Son beau-frère, le juge fédéral, avait dû démissionner après que ses liens avec l'affaire eurent été révélés. Mais aujourd'hui, il n'était pas question de Lambert. Il était question de quelque chose de plus grand. Je veux dire à tous les enfants qui ont peur ou qui se sentent bloqués, continua Lucas, sa voix s'affermissant, votre voix compte. Votre vérité compte. Et il y a des gens qui vous croiront, qui se battront pour vous, et qui seront à vos côtés quand vous serez prêts à parler. Léo sentit la main de Chloé se glisser dans la sienne. À presque 8 ans, elle avait grandi, gagné en assurance. L'adoption avait été prononcée 3 mois plus tôt. Chloé Marie Dubois était officiellement sa fille. Mémé Marie serait si fière, murmura Chloé. Regarde tous ces gens qui écoutent l'histoire de Lucas. Lucas présentait maintenant ses motifs au public. Les 7 cubes oranges pour l'amour de sa mère, la bougie violette pour Chloé, les cubes bleus pour la vérité. Des objets simples qui avaient libéré sa voix. C'est le jeu des motifs, expliqua-t-il. C'est ma sœur Chloé qui me l'a appris. Ça m'a aidé à comprendre qu'il y a plein de façons de communiquer quand les mots sont trop difficiles. Et que parfois, trouver d'autres moyens de s'exprimer, ça aide à retrouver sa voix. Après son intervention, des dizaines de parents vinrent à leur rencontre. Des parents d'enfants qui avaient vécu des traumatismes, qui avaient cessé de parler, qui avaient enfermé leurs mots. Léo regarda Lucas expliquer patiemment le jeu des motifs à une petite fille de 5 ans qui ne parlait plus depuis la mort de son père. En quelques minutes, la fillette se mit à agencer des cubes de couleurs, racontant son histoire sans mots. Il a ça dans le sang, dit doucement Éléonore, qui s'était approchée. Valérie serait si fière. Léo acquiesça. Sa relation avec sa mère se reconstruisait, lentement, mais ils y travaillaient. C'était ça, une famille. Continuez d'essayer. Ce soir-là, de retour aux Pentouzes, Léo trouva les 2 enfants dans la chambre violette de Chloé, absorbés par une création commune. Ils avaient composé un immense motif sur le sol. Des centaines d'objets disposés en spirale et en cercle, un mélange de couleurs et de textures qui racontait une histoire. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léo. « C'est notre famille » répondit Lucas. « Tu vois, le orange, c'est l'amour de maman, qui est toujours là. Le violet, c'est Chloé et Mémé Marie. Le bleu, c'est la vérité. Et l'argenté, il désigna des pièces et des petits objets de métal qui formaient un cercle protecteur autour du tout, c'est toi, papa. C'est toi qui nous protège et qui nous garde ensemble. Léo sentit sa gorge se serrer. Il s'assit par terre avec ses enfants, contemplant leur œuvre. Il manque une chose, dit Chloé. Elle plaça une petite bougie blanche au centre du motif. Ça, c'est pour tous les enfants qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Lucas et moi, on a décidé qu'on voulait les aider. On veut apprendre le jeu des motifs à d'autres enfants qui sont bloqués. Comme une association, demanda Léo. Comme une mission, corrigea Lucas. Maman est morte parce qu'on lui a volé sa voix. J'ai retrouvé la mienne grâce à Chloé. Maintenant, on veut aider les autres. C'est notre façon de rendre hommage à maman. En faisant en sorte que la voix des autres soit entendue. Léo serra ses 2 enfants dans ses bras. Alors c'est ce qu'on va faire.
On va créer une fondation au nom de votre mère. La Fondation Valérie Dubois pour les voix des enfants. On formera des thérapeutes, on enseignera le jeu des motifs, on aidera les enfants qui ont vécu des traumatismes à trouver un moyen de s'exprimer. Vraiment? Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Vraiment. Vous êtes exceptionnels, tous les deux. Vous le savez? Vous m'avez appris plus sur le courage et la guérison que je ne l'aurais jamais imaginé. Chloé posa sa tête sur l'épaule de Léo. Mémé Marie disait que les choses brisées peuvent devenir très belles, si on a le courage de recoller les morceaux d'une nouvelle façon. On était tous brisés, monsieur Dubois. Toi, moi, Lucas, et même grand-mère Éléonore. Mais regarde-nous, maintenant. Léo regarda le motif sur le sol. Ce magnifique et complexe assemblage d'objets qui racontait une histoire de deuil et d'amour, de douleur et de guérison, de fin et de recommencement. Oui, dit-il doucement. Regarde-nous. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Léo se tint sur son balcon, le regard tourné vers la ville. Quelque part, d'autres familles luttaient contre le silence, le traumatisme, la perte. Mais désormais, elles auraient un lieu où se tourner, une méthode à essayer, une histoire qui prouvait que la guérison était possible. Il pensa à Valérie, sa belle et courageuse Valérie, qui avait voulu dire la vérité et en avait payé le prix fort. Il pensa à Marie Leroy, qui avait appris à sa petite fille à lire dans les cœurs meurtris. Il pensa à Éléonore, qui apprenait que le courage, c'est parfois d'admettre ses faiblesses. Et il pensa à Lucas et Chloé, deux enfants qui s'étaient trouvés dans l'obscurité et étaient devenus la lumière l'un de l'autre. Le chemin avait été douloureux. La vérité, difficile à affronter. Mais là, maintenant, sachant ces enfants en sécurité et sur la voie de la guérison, sachant qu'ils avaient transformé leur souffrance en une raison d'être, Léo comprit une chose essentielle. L'amour ne s'éteint pas avec la mort. Il se métamorphose. Il trouve de nouvelles formes, de nouveaux vecteurs, de nouvelles façons de toucher le monde. L'amour de Valérie vivait dans le courage de Lucas. L'amour de Marie vivait dans le don de Chloé. Et tout ça, toute cette douleur, toute cette guérison, tous ces morceaux brisés soigneusement réassemblés en de nouveaux motifs, avaient donné naissance à quelque chose de magnifique. Une famille. Imparfaite, complexe, encore convalescente, mais réelle, courageuse et unie. La voix de Lucas s'était tue pendant 2 ans. Mais maintenant, elle s'élevait, et aidait d'autres voix à s'élever. Et ça, réalisa Léo, c'était le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à Valérie. Pas la vengeance, pas l'amertume, mais la lumière qui repousse les ténèbres, une voix à la fois. Le lendemain, il commencerait à travailler sur la fondation. Il trouverait des thérapeutes à former, des enfants à aider, des familles à soutenir. La tâche serait immense, mais ils l'accompliraient ensemble. Parce que c'est ce que font les familles. Elles prennent leurs morceaux brisés et construisent quelque chose de nouveau. Elles trouvent leur voie et aident les autres à trouver la leur. Elles choisissent la guérison plutôt que la haine, la vérité plutôt que le silence, l'amour plutôt que la peur. Toujours.